il y a, comme je vous disais, plein d'objets. Chaque objet vient du Médoc, et chaque objet peut avoir une histoire. Alors, on ne peut pas raconter l'histoire de tous les objets, mais on les connaît presque tous parce qu'on les a récupérés chacun un à un. En 1905, voilà, ouais. Vous avez un instituteur, un ministre, le Darcos de l'époque, qui décide que les enfants à l'école primaire, les garçons, apprendront le maniement d'armes pour aller récupérer l'Alsace et la Lorraine. Donc, 1905, on fabrique des petits fusils à l'image des vrais fusils et les gosses font du maniement d'armes. Je sais pas comment que ça se J'ai passé plus de temps en prison qu'ailleurs pendant mon service militaire. Voilà, ça c'est le premier exemple de la cohabitation franco-allemande. Voilà. Alors cette pièce qui était... À l'origine, il y avait un petit plafond en plâtre là, mais il était très abîmé, donc avec Jean-Paul, on l'a fait tomber, on ne le reconstituera pas. On a gratté toutes les poutres et on le garde dans cet état-là. On a tous les murs dans l'écomusée, ce sont avec ou les plâtres et les badigeons d'origine, ou des badigeons blancs ou de couleur refaits, mais toujours à la chaux. Ce qui fait que quand vous ressortez de chez nous, vous êtes en général couvert de blanc, de rose, de vieux, de violet, de tout. Dans les travaux féminins, donc on avait du tissage, c'était pas courant en Médoc, mais il y en avait dans presque tous les villages au bord de l'eau parce qu'il y avait du chanvre et ils faisaient des voiles et des cornages avec les chanvres et les draps. Donc il y avait, mais ce métier à tisser, lui, c'est une exception, il vient pas du Médoc, il vient d'Angoulême, chez des religieuses. Et c'est une famille d'ici qui nous l'a passé. Mais il y en avait quand même, c'est pour ça qu'on l'a mis historiquement, c'était... un des rares objets bourgeois que vous allez voir ici, parce que dans l'écomusée, on a pris comme strate sociologique les petits commerçants, les petits artisans et les petits paysans qu'on pouvait trouver dans le Médoc. On ne s'est pas intéressé au château, parce que trop de gens font les châteaux, on voit que ça, donc nous on a pris plutôt un prolétariat. Mais ça, c'est la femme, c'était un toubib, et c'était sa mère qui était mariée avec un autre toubib qui nous l'a donné. Là, la couturière, elle habitait dans la maison. C'était Madame Laguet. Antoinette Laguet. Antoinette Laguet. Alors Jean-Paul, il connaît mieux les choses. Hein. Moi, il y a des mots que j'oublie, ou des gens, lui connaît mieux, donc il peut reprendre. Antoinette Laguet était couturière, la machine à coudre est à elle, certains des vêtements sont à elle, et elle ne travaillait pas dans cette partie de la maison, mais dans une autre partie de l'autre côté qui n'existe plus maintenant. Alors, on va regarder une petite chose toute simple. Voilà, Antoinette, quelque temps avant sa mort, et en jeune fille. Donc on voit, je trouve extraordinaire de penser, bon, 18 ans, c'est une autre époque, et puis là, c'est aujourd'hui. Elle est morte en 66, et Antoinette était couturière. On chauffe l'eau en dessous sur un bâti en ciment, et on tourne ça, et là-dedans, vous avez... Ah, il y avait le linge, oui, qui était assis dans le machin. Attends, j'ai vu ça parce qu'avant, à côté de chez moi, il y avait... Oui, 1900, aux environs de 1900. Il y avait M. Verneuil qui avait des grandes machines. Des grandes machines, ça. Voilà. Mais les grandes machines existent déjà même depuis le XVIIIe siècle, même au XVIIe siècle sur les bords de la Seine, sur la Bièvre, vous aviez des grands roues qui servaient à faire le lavage, mais ça c'est une machine à laver de particulier. Donc c'était extrêmement rare, ça vient de Saint-Estèphe, c'était un petit château qui est à Saint-Estèphe. Ah oui, Saint-Seurin. Ouais, c'est limite Corbian. Hein, oui, Château Réal. Château Réal. Et quand on sortait le linge de ça, eh bien, on pouvait le passer à l'essoreuse, qui elle est aussi de 1897. C'est une essoreuse à main. Et si vous avez dans les souvenirs de vous, gamines, pour les plus vieilles, ou de vos mères, les premières machines à laver qu'on a vues en France électriques, après la guerre de 39-45, les petites Bendix avec le machin qui là, et puis dessus les ladins, et dessus vous aviez le même principe avec le caoutchouc.
Voilà. Vous ne voulez pas faire votre prière. Vous avez dit tout à l'heure que Ah, vous étiez anticlérical. Alors, je veux bien vous croire. Il y avait des dames qui allaient laver au ruisseau, parce qu'il y en a qui allaient laver au ruisseau, comme j'ai oublié de vous le dire, ça. Et pour se mettre à genoux au bord, j'ai dit du ruisseau, pas au lavoir, parce que le lavoir c'était un peu plus équipé. Mais elles s'amenaient ceci. Et alors, même si c'était des ouvrières, elles se prenaient pour des bourgeoises, parce que ça s'appelle un carrosse. Ah. Voilà. Et donc elle se mettait à genoux avec. Alors selon qu'elle était plus ou moins riche, un peu de paille ou un petit coussinet dedans. Comment vous appelez? Une selle. Une échelle. Non, Sel. Ah, une selle. Une selle. Ah oui. En médocain, en patois du Médoc, ça a un nom. Ça s'appelle une clapadaire. Ah bah oui. Et un clapat, c'était une gifle avec le revers de la main. Alors bon, moi j'ai des petites mains, mais effectivement ça y ressemble un petit peu. Et on appelait ça une clapadaire. Le bateau. Vous allez voir, là-dedans, vous avez du papier transparent. Dedans, vous avez une revue. Ça s'appelle La Mode Illustrée. C'était dans une maison qu'on a achetée à Verteuil avec ma femme. Et ça avait été envoyé à Madame Osmine. Déjà, le prénom est extraordinaire. Osmine Duré, à Verteuil, en Gironde. Quand vous regardez en 1882, quand vous regardez le tampon de départ de Paris, que vous regardez le tampon d'arrivée à Verteuil, sachant que ce papier a été mis le 10 septembre 1882 à la poste à Paris, quand est-il arrivé à Verteuil? Très vite ou pas? Le lundi 10 septembre 1882. Quand est-ce qu'il est arrivé à Verteuil? Question d'école. Alors, peut-être qu'il a été très vite ou peut-être qu'il a été très long, c'est ça le problème. 1892, vous avez Oui, dit? 1882. 1882. Il est arrivé. Il est arrivé à Verteuil, dans la boîte aux lettres de Madame Osmine Duré, le mardi. Vous voyez, le lendemain. C'est-à-dire que vous alliez à la poste à Paris, vous mettiez rue de Paradis la Grande Poste, ça prenait le train, ça voyageait toute la nuit dans le jour, une partie du jour, toute la nuit dans le train, ça arrivait le lendemain matin en gare de Bordeaux. À Bordeaux, il y avait le train qui venait 6 à 8 fois par jour à Verteuil, aller et retour. Si ça arrivait avant 10 h, 9 h, 10 h, c'était mis à la distribution du matin. Si c'était plus tard, c'était mis à la distribution de l'après-midi à 4 h. Mais Madame Osmine, elle avait son petit... C'est plus vite que je... C'est plus vite que... D'autres métiers, d'autres lieux, toujours des petits artisans et des petits commerçants. Pour bien situer historiquement avec Jean-Paul, le premier travail qu'on avait fait, la première exposition même qu'on avait faite, j'avais photographié toutes les maisons de Verteuil, j'avais un annuaire de 1935, et avec cet annuaire de 1935, j'ai repéré toutes les maisons. Jean-Paul m'a montré tous les endroits où il y avait des commerçants. Donc toutes ces maisons, en 1935, c'était des commerçants et des artisans. Tout cela. Actuellement, il n'en reste plus que 5 en activité, et sur les 5, il n'y en a qu'un seul qui en 1935 était une boulangerie et est resté une boulangerie. Le bureau de tabac, il a été bureau de tabac, il a été transféré 2 fois, il est revenu au même endroit. Mais sans quoi tous les autres ont fermé ou ont été modifiés. Le cordonnier, le cordonnier, on va revenir à notre collaboration franco-allemande. Les cordonniers, ils faisaient partie de ces braves soldats français, mais il y avait les mêmes du côté allemand, qui sont partis tout heureux à la guerre et qui sont revenus avec les jambes coupées. Et en France, et je pense qu'aussi en Allemagne aussi, il y avait des métiers qui étaient réservés aux anciens combattants, et le cordonnier était un métier réservé aux anciens combattants. Alors pour les gens de ma génération, dans presque tous les villages où on allait, ou dans les villes, dans les quartiers, le cordonnier, c'était un bonhomme à qui il manquait une jambe. Et c'était toujours d'anciens combattants. Et ils étaient reformés par l'État, ce qui faisait que quand ils avaient suivi leur formation, l'État leur donnait des outils de base. Et nous, on a cet outil-là, et celui-là, c'est le même. Celui-là, moi, je l'ai récupéré chez un arrière-grand-père de ma première femme.
Et celui-ci, c'était celui de M. Jobilot qui habitait dans le village. Même outil, on retrouve 2-3 fois pareil. Le coiffeur, il n'y a pas... le barbier, il n'y a pas grand-chose. Il y a ça d'intéressant, vous le racontez, Jean-Paul? Oui, alors, friser, racontez-le. Ça c'est super. alors, vous nous avez dit, madame, Je vais le faire à friser. ça, Oui. et ça? Ah ben ça, j'en sais rien. C'est Ah. pas des choses. Alors ça, c'est pas le fer à friser les cheveux, c'est le fer à friser les moustaches des messieurs. D'accord. Ça s'appelle un Marcel. Voilà. Alors il y en avait, bon, ceux qui avaient les moustaches comme Clémenceau, puis ceux qui les avaient un peu plus fines, un peu plus petites. Et puis celui-ci, qui était aussi pour les messieurs, C'est pour la moustache. pour les crans. Pour les... Waouh. Pour faire les crans. Oui, moi je croyais au départ que c'était pour les dames qui avaient des têtes rondes, mais non. Alors, la tondeuse aussi. Les tondeuses, Une oui. petite tondeuse. Pour finir Ouais, les ça, pâtes. je sais bien. Oui, mais là, il faisait pas que les pâtes, là. Il faisait tout avec. Oui. Hein. Oh la vache, il me Alors, coupait la tronche avec Ce ça. que nous a dit une visiteuse un jour, parce qu'on avait ceux-là qui sont les plus vilains. Donc ils étaient vraiment très ordinaires. Ah, elle dit, mais vous savez, monsieur, ça, c'est du temps de Louis XIV et Louis XIII. Eh ben, dis donc. Parce que, comme a dit Jean-Paul, le Ils sont Marcel, complètement rouillés, les miens. en hein. 1800, au XVIIIe siècle, il y a un monsieur qui a modifié ça et qui a fait une gorge. D'accord. Et donc à partir du 18e, tous les fers à friser ont été comme ça. Friser les cheveux ou friser les moustaches sur ce type-là. Avant, c'était 2 cylindres. Et Louis XIV, c'était pour les perruques à grosses boucles, et Louis XIII pour les perruques plus serrées. Alors si vous, dans une décharge, vous voyez des beaux fers comme ça, prenez-les, Ramassez-les. ils ont 200 à 300 ans. Faut-il encore aller dans la décharge? Avec un vrai fauteuil de coiffeur. Là, hein. Voilà. Il y a, non, voilà, il y a le petit- il y a le petit- Attention, on n'y met pas pour les vidéos quand il fait niquer les doigts. Alors ce qu'on cherche, si vous regardez dans vos greniers, si vous trouvez la petite tablette que les coiffeurs posaient dessus pour les enfants. Nous, on ne veut pas refaire des choses fausses. On garde des objets vraiment dans l'état où on nous l'a donné. On n'essaye pas de reconstituer, de refabriquer. On garde le plus près possible. Donc ce serait facile de faire une planche en bois avec... Mais on en veut une. Alors il faut la trouver. Ça. Alors ça, moi je dis quand ils viennent des jeunes, là, je leur dis c'est pas un pot d'échappement de mobilette, hein. Ça c'est sûr. Hein. C'est pour, le principe de la chemin. c'est pour mettre des... Je sais pas, attends, je suis en train de chercher. Oui, des trucs... c'est parce que c'est le boucher là. C'est la simulation. Non. Je sais pas, c'est une piqûre. Pour faire les à la saucisses, vous Faire les mettez saucisses. la... Faire la saucisse et le boudin. Pour bourrer la saucisse, Je vous suis mettez en train de la chercher. là, et puis vous poussez, et La vous chaîne, faites C'est vos le même saucisses. truc que les, Voilà. faire les gâteaux, pour faire les chichis. Et ça aussi alors. Ça c'est le même, mais on n'a pas le... Petit. Ah, il n'y a pas le... Puis celui-là est fermé en Ouais, fer en ouais. tôle, et celui-ci est fer en zinc. zinc. Ah oui. Celui-ci est entièrement fer. Ah, c'était pas bête, Donc hein. le boucher de Verteuil, c'était Monsieur Chin. C'est ça. Il était juste derrière. Là, hein. Derrière sa bouche là. La maison qui fait Et c'est, le dos. sa petite fille est encore là, elle habite à côté de... Ils ont vendu la maison, mais ils ont encore le petite porte que l'on voit là, c'était l'abattoir. Et ils ont encore ce terrain avec l'abattoir qui est dans la rue. D'accord. Mon voisin et le petit-fils. Et son voisin. Alors, Oui, mais c'est son lui qui voisin, nous a c'est donné lui une qui nous a partie donné du les outil. outils. Hein. Et quand il nous a donné les outils, je lui dis, par hasard, vous n'auriez pas un vieux... Comment ça s'appelle? Bah, Pas le... Oui, un bio. Le bio. Oh, me dit mon pauvre monsieur, je l'ai brûlé il y a 3 mois, il était du 18e siècle. Il me gênait, je ne savais pas quoi en faire, ça faisait des années qu'il traînait, je l'ai mis au feu il y a 3 mois. Mais des bio, ça revient à la mode. Hein. Il y a des Oui, gens C'est qui cherchent. c'est impossible, on peut Oui, même pas... ça- À l'acheter, c'est Oui, de c'est l'ordre très, très cher. de 5 000 francs. je sais Oui, pas parce si que ça ça fait vient trop, à la mode de mais mettre ça dans c'est une énorme, cuisine. et on en Oui, refabrique toujours. Hein, Oui, on oui. en refabrique toujours. Quand vous trouvez des outils avec le manche, comme ça, directement en contact avec la scie ou la partie tranchante, ce sont en général des outils qui sont antérieurs au XXe siècle. Il n'y avait pas de protection, c'est-à-dire que quand vous utilisez ça, si l'os rip, vous le prenez. Alors que Et là, ils en à ont partir du XXe siècle,
on a des protections et on retrouve ça pareil sur les rabots, sur les scies égoïnes, tout ça. Dès que vous avez des égoïnes, sauf les égoïnes de... Non, sauf les égoïnes pour scier les branches de vigne, qui sont toujours maintenant avec le manche en bois et la lame directement dessus. Dans cette pièce, je vais vous montrer deux objets diamétralement opposés dans dans ce qu'ils sont et dans leur forme. Vous voyez ça? C'est vraiment fabriqué par un mec à partir d'un vieux vilebrequin, d'un anneau. Il perce ça et ça lui sert vraiment à rouler ça comme ça quand il avait des fils de fer à torsader. Alors il y a celui-là, il y a ce modèle-là. Vous voyez, c'est encore plus simple, vous prenez du fer à béton, vous prenez 2 morceaux de bois et ça vous permet. Et à côté de ça, vous pouvez avoir un ouvrier qui, lui, va travailler avec ça. Alors, vous pouvez vous approcher de la lumière parce que celui-là, il est plein d'histoire. C'est une mesure. Bon, alors on va pas dire que c'est 1 mètre, parce que c'est pas 1 mètre, c'est une mesure hollandaise, mais c'est aussi une aulne anglaise, c'est aussi l'aulne française qu'on retrouve dessus. Hein. Et l'ouvrier qui a possédé cet outil avait sur le côté, là ici, marqué toute la valeur de la mesure de chaque ville où il a travaillé. Donc, un monsieur, un seul. Jean-Paul, vous me passez l'anti-sèche que j'ai dans le tiroir. Sèche. Dans le tiroir ou dans l'abattant. Voilà, devant. C'est ça. Je suis obligé parce que j'ai... Ah oui, là. Ça, c'est normal. Ce bonhomme, il a travaillé à Milan, à Francfort, à Lucca, en Italie, à Cologne, à Hambourg, à Prague, en Norvège, à Vérone, à Nuremberg, à Berlin, à Amsterdam, dans le Brabant, à Gand, à Vienne, à Linz, à Bolzano, à Munich, en Galice, alors ça peut être la Galice espagnole, comme la Galice polonaise ou ukrainienne, et à Cadix. Toutes les mesures, la Galice espagnole. les unités de mesure sont toutes là. Quand on regarde ça, mais il m'a fallu du temps, des années, je l'avais. Dans toutes ces villes, vous avez soit des cathédrales, des grandes églises, soit des ghettos juifs. Et il s'appelle Monsieur Sola. Et Sola, c'est un nom de juif marane espagnol. Alors, vous voyez cet objet, un bois précieux, du cormier, qui se replie avec du bronze, fantastique. Et là-dessus, vous avez toutes les unités, tout ça, dans une vie, il a fait tout ça. Donc, vous voyez ça, la complexité de ça. Et à côté de ça, vous avez la simplicité de ça. Et les deux ont leur valeur. Bien sûr. Alors, dans les outils, on a quelques outils aussi qui sont toujours sur le bord Les dames de nage, les dames. Voilà, alors ça, voilà, mais la dame, elle m'a enlevé mes effets. Pardon. J'ai mis ça uniquement pour pouvoir dire le nom après, parce que les gens ne se rappellent jamais, ne connaissent pas ce nom. Et ça, ce nom, c'est tellement beau en français, dame de nage. Et en plus, vous savez que dame de nage. Les trucs, vous savez, en fait, les dames de nage. Et vous avez un gars de Rochefort qui s'appelle, un comédien français qui a fait un bouquin il y a 3 ans, il a un cancer. Il était le copain de Dupéré, d'Annie Dupéré. Comment il s'appelle ? Oui, c'est Bernard Giraud. Bernard Giraud. Voilà. Il a fait un bouquin qui s'appelle Les Dames de nage. Ah oui, d'accord, c'est un petit oreille. Ça, c'était, il y a un manche, c'était fait pour sortir les esturgeons dans la Gironde. Alors, c'est vieux pour une raison très simple, c'est que les esturgeons, quand on les sortait de l'eau, c'était avant 1905, c'est avant qu'il y ait un Parisien qui fasse une usine de caviar sur la Gironde, parce qu'avant on donnait le caviar aux poules et on mangeait le poisson. Donc il fallait, mais quand on a commencé à faire du caviar, il fallait que la grosse bête là l'esturgeon reste vivant jusqu'au moment où on lui ouvre l'estomac. Donc on ne le sortait pas avec la gaffe,
on le laissait dans l'eau et on le mettait... Soit vivant, il fallait qu'il soit vivant. Voilà, ça c'était aussi un outil de calfa. Pour les bateaux, entre les bordées, il faut reboucher régulièrement. Donc on rebouchait, on ouvrait avec ça et on rebouchait avec ça. Et ça, c'est un outil qu'ils appellent un détroqueur. C'est quand on allait aux huîtres, c'est pas non, on enlève les huîtres qui sont toutes ensemble, et on les détroque. Voilà, c'est un détroqueur. La pendule, là, celle-là, on l'a trouvée, on nous a dit qu'il y avait, vous avez vu toutes les pièces où il n'y a plus les plafonds, c'est parce qu'ils étaient sur le plancher, c'est ça qu'on en a mis 5 mois débarrassés partout là. Puis parmi les affaires, il y avait la pendule, mais elle était dans les gravats, mais le reste, beaucoup de choses. Y compris la poupée, hein. Ah oui, elle est belle cette poupée. Méli-mélo. Et puis, la pendule, je la frappe, j'ai du bruit dedans. Oula. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Des louis d'or, ils avaient planqué là-dedans, quoi. Qu'est-ce que c'est? Tiens, ce papier. Oh, je regarde. Qu'est-ce que c'est qu'il y a là? Non, c'est pas des louis d'or. C'est pas des louis d'or, c'est même pas des... C'est la clé pour le remonter. La vacherie. Je croyais qu'il avait fait fortune, mais non. C'était pas pour moi. Elle était prise qu'il croyait pas. Oui. Voilà. Pas mal, elle est belle, hein, celle-là. Mais pareil, hein, au milieu des gravats, et on y a mis un moment hein, pour la décaper, celle-là. Oui. Parce qu'elle était vraiment crade. Hein. Et voilà, si vous avez la couronne de mariée, normalement, la couronne de mariée, alors, c'est ce qu'il y avait sur la c'est pas le support de ça, et c'est pas la dame qui est dedans, elle n'est pas à sa place. Là-dedans, on avait soit une montre comme ça, un cartel, comme ça, soit on avait la couronne de mariée qui était en fleur d'oranger, en fleur d'oranger. C'était très beau, mais c'est vraiment. Mais moi, c'était pas en cire, c'était un espèce de petit tissu très fin. En tissu? Ouais. Alors c'est parti, parce que quand mes parents ont vendu cette maison, moi j'étais gamine, c'est parti, je sais pas où tout ça. Ah ben oui, hein. C'est malheureux, hein, mais... Il y a plein de trucs. Et c'était des maisons qui étaient bien, c'est parce qu'on a encore là, Madame Lagueille. Alors avec son nom comme ça veut dire que le dimanche, elle se l'amenait à l'église. Ah, elle se l'amenait. Parce que des fois on avait ça, on avait sa place à l'église. Oui, mais ça y était sur les, quand il y avait les prix de Dieu, mais les grands là, à payer tous les ans sa contribution. C'était démocratique. Le même, maman disait pour faire des gaufres, non? Mais c'est les gaufres spéciales. C'est un peu spécial. Très plat. Moi, je l'ai le même. Oui, il y a des dessins. Non, c'est pas des étampes, non. Regardez, c'est des dessins. On va se mettre là, regardez le dessin. Bon, de style gothique, vous avez la Sainte Vierge et l'Enfant Jésus. La Nativité. La Nativité. Et c'était, on nous a dit, c'était les religieuses qui faisaient des sortes de gâteaux du type de gaufre avec le pain, la même farine que les hosties. Oui, non, et puis c'était surtout, c'était ce que l'on appelle nous les pains perdus. Et eux, ils faisaient ça, mais il n'y avait pas que les religieuses, parce que que ce soit des monastères ou des carmels, c'était pareil. Ils faisaient ça, ça s'appelle des oublis. Et c'est un moule à oubli. Ah, je l'ai entendu, ça, oui. C'est des oublis, voilà. On a toujours quand même des gens qui connaissent plus les choses que nous. Par exemple, ici, je vais vous montrer un truc. Ça, c'est ce qu'on appelle la lampe pigeon. C'était un brevet, c'est tout écrit là-dessus, c'est plein de textes. Si vous arrivez à la faire exploser et à vous faire péter la gueule, il vous rembourse, il vous paye des millions, le gars. Bon, donc on avait la lampe pigeon qui était là. Elle devait avoir un petit accessoire, je sais pas, qui était posé. Là, ton petit truc, derrière. Oui, voilà. Hop là, qui était comme ça. Et doucement, vous allez le péter, l'autre là-bas. Hein. Et puis moi, j'avais mis ça dans la chambre des enfants. Pensant que c'était quoi? En pensant que c'était une veilleuse, parce qu'on a une petite bougie qu'on peut mettre là, que c'était une veilleuse pour les chambres d'enfants ou comme les veilleuses qu'il y a chez les curés devant l'hôtel, parce que c'est du verre violet, si vous regardez en transparence. Oui, devant l'hôtel, c'est rouge. Vous voyez? Oui. C'est du verre violet. Et puis, il était dans la chambre des enfants, puis il y a un monsieur qui vient, qui se présente, antiquaire, il dit « Monsieur, je peux remonter ?» Il monte. Il récupère ça, il prend la lampe pigeon, il enlève ça, il met ça dessus, et il dit, monsieur, ça, c'était l'équivalent des ampoules qu'on appelle des ampoules actiniques pour faire les développements de photographie. Donc c'était les photographes
au 19e siècle, quand ils faisaient les développements de photos, Oui, pour et ben, dans pour l'ombre. mettre dans le noir, La lumière noire. la lumière noire, les ampoules actiniques violacées qu'on Oui, a oui, maintenant, oui. et ben ça c'était C'était l'équivalent. ça. Et il m'a remonté l'objet, et depuis il est comme ça. Oui, Ça, moi j'avais trouvé ce truc-là dans une décharge. C'était un habit de manteau de cheminée, hein, visiblement. Quand on a fait l'écomusée, ben, on l'a mis en place, et puis il est resté en place. 2 ans après, d'un seul coup, je regarde, je dis, mais bon Dieu, bon sang. Ça, c'est l'exposition coloniale de 1936. C'est le petit français, le petit tonkinois, le petit africain d'Afrique équatoriale française, le petit cambodgien, le petit africain d'Afrique occidentale française, le petit cochin chinois et mes frères arabes d'Algérie, Tunisie et Maroc. On a toute la colonisation, la représentation de la colonisation, la bonne conscience, 1936, dans la cheminée. Et il y a 2 ans, il y a une Américaine qui regarde et dit « Oh monsieur, regardez, il n'y a que du bleu, du rouge et du blanc. » Et en plus, on avait le drapeau français. Ça servait à quoi, ça? C'est pas un pendule, hein? Pour les tisanes. Oui. Non. Alors, non, mais alors la plupart des jeunes femmes, elles me disent que c'est pour faire du thé. Oui, Et oui, mais pour une colonie de vacances. Oui, oui, oui. Non, alors en Non, Médoc, ça sert à faire du thé, ouais. je sais Oui, pas à alors, quoi ça servait ailleurs. Mais en Médoc, comme on aime bien la poule au pot, on n'est pas loin de chez Henri IV, là. Alors là-dedans, on mettait de la farce. On en rajoutait, parce que dans la poule, il n'y en avait pas assez. Et puis quand on fait le pot-au-feu, mais là-dedans, on met le vermicelle. Oui, d'accord. Voilà. Et puis on peut y mettre aussi le bouquet garni pour pas éviter qu'il se... Voilà, c'est ça. Ouais. Mais enfin, quand on me parle surtout de faire du thé, c'est vrai qu'il faut les boules à thé. Quand même. Oui, un peu, oui. Parce que là, c'est pour une colonie de vacances. Là. C'était à quoi ça servait ça? Il y a une presse là, c'est quoi? C'est un presse, ouais, c'est de la farine un peu pressée. Non, pas du jus de viande. Oui. Et le jus de viande, c'était Oui, parce que pour les enfants, les c'était hygiénistes de la fin du 19e, début 20e siècle, pour les enfants qui étaient en mauvais état en Italie, on dit des bolettes, ça, qui sont vraiment comme ça. On leur faisait des jus de viande. Et les vieux, quand ils peuvent plus rien manger, quand ils sont pas encore morts, mais vraiment, quand le jour où vos enfants ils diront papa, tu veux un jus de viande? Vous savez que vous en avez C'est repas. Vous êtes quasiment à la fin, là. Alors on fait le jus de viande et là vous partez après. Le jus de viande. C'est vraiment un peu plus. C'est vraiment Moi, il y en a.